Les vélos Kuota sont fiers de vous présenter cet épisode de Dans la roue du Tour. Paris, 2000 monuments historiques, 200 musées, capitale des arts et de la culture, mais Paris est aussi synonyme de clôture du Tour de France. Et c'est ici également que nous allons clôturer notre série dans la roue du Tour. Bonjour à tous, ici Yvan Martineau, très heureux de vous retrouver. Et aujourd'hui, nous allons vous démontrer que Paris à vélo, c'est possible et pas casse-cou. Soucieux de vous dresser ou de tenter de vous dresser un regard original de Paris, on vous présentera un organisme qui propose des randonnées insolites à vélo au cœur même de Paris. Nous nous rendrons chez Meeting the French, une entreprise offrant aux touristes d'être reçus chez d'authentiques Parisiens. Nous irons nous divertir à l'Ouya Café, où plus de 2000 jeux de société sont à partager. Et génial, nous vivrons la fièvre du vendredi soir dans les rues de Paris en patin. Tout cela en plus de nos chroniques Folie du vélo et Santé Voyage. Bienvenue à Paris. Aujourd'hui, nous allons donc sillonner la ville lumière, constituée de 20 arrondissements. Et nous sommes donc dans la région Île-de-France. Paris et sa banlieue, c'est plus de 11 millions d'habitants. Paris est traversé par la Seine qui forme un arc de cercle. Plus de 30 ponts permettent de la franchir. Ses principaux monuments sont parmi les plus célèbres de la planète, comme la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, Notre-Dame. Paris a accueilli les Jeux olympiques de 1900 et de 1924. Au fil du temps, les grands rois de France, de même que Napoléon, Marlène Dietrich, Van Gogh, Picasso, Polanski et autres, ont vécu dans cette grande capitale de l'Europe. Le saviez-vous, il y a quelques organismes ou petites entreprises qui nous proposent de visiter Paris à vélo. Par exemple, ici, on est chez Paris à vélo, c'est sympa. Bonjour Michel. Bonjour. Et aujourd'hui, vous nous emmenez où? On vous amène dans le 13e et le 14e arrondissement, dans la balade appelée Paris Insolite, qui sont des quartiers qui sont généralement peu connus des touristes et qui sont poétiques, conviviaux. Vous allez voir que Paris est une ville dans laquelle il fait bon vivre. Pourquoi vous avez choisi Paris Insolite dans ces arrondissements-là? Mais il y a un autre arrondissement, il y a d'autres arrondissements, 19e, 20e, où il y a du Paris Contraste, qui sont à peu près équivalents, mais le 13e et le 14e, ce sont les premiers arrondissements que j'ai découverts quand je suis arrivé à Paris il y a 14 ans. Donc c'est avec un œil tout à fait neuf que j'ai découvert et que j'ai vu un Paris que je n'imaginais pas. Ou des quartiers dans lesquels les gens se connaissent, il y a une proximité qui est encore accentuée par le vélo. Parce que quand on est à vélo, quelque part, on est toujours bien accueilli. Vous avez différents programmes. Quelles sont les options? Alors, le programme que nous faisons le plus souvent, c'est Cœur de Paris. Ça, c'est pour les gens qui ne connaissent pas du tout Paris, qui viennent pour la première fois et il faut leur montrer Notre-Dame, la Tour Eiffel, le Louvre, les grands morceaux de bravoure, mais en plus, quand même, des quartiers comme le Marais, comme le Palais Royal, la Place des Victoires. Donc ça, c'est la balade qu'on propose en premier lieu. On propose aussi Cœur de Paris en nocturne. Et il y a la balade Paris s'éveille le dimanche à 6h du matin pour les lève-tôt, les courageux, qui sont toujours récompensés parce que c'est enthousiasmant que de voir le soleil se lever sur les Champs-Élysées, dans l'arc de Triomphe ou Montmartre ou à Montmartre. Ça, c'est une balade qui est originale. Bien, grâce à vous, j'espère qu'on va démontrer à nos téléspectateurs aujourd'hui que Paris à vélo, c'est possible. Ça vaut la peine. Merci beaucoup. Merci à vous.
Parmi les choix au menu de Paris à vélo, c'est sympa, nous avons choisi de pédaler d'abord Paris insolite. Et plus tard au cours de l'émission, nous roulerons Cœur de Paris, grand monument célèbre. Bonjour. Tout d'abord, je vais me présenter, ou peut-être vous connaissez déjà mon nom. Entre-temps, je m'appelle Ruth, ou Ruth si vous préférez. D'accord? Donc vous pouvez m'appeler comme ça, ne dites pas madame ou mademoiselle, c'est trop sérieux, ok? Vous pouvez dire Ruth. Cet après-midi, on va faire complètement autre chose. On va se diriger vers le 13e et le 14e arrondissement de Paris, ce qui se trouve dans le sud de la ville. Nous, on se dirige vers tout ce qui est inconnu et ce qui est inattendu dans Paris. Par exemple, des cités fleuries ou un petit parc du 19e siècle où on va voir une maison de Le Corbusier. Donc c'est vraiment tout ce qui est spécial. Et c'est parti! Et c'est parti pour une visite de Paris insolite. En route vers les 13e et 14e arrondissements, on s'arrête dans le 5e. Derrière moi, la mosquée de Paris, où a été tournée une scène d'un film de Louis de Funès, La Grande Vadrouille. Vous souvenez-vous lorsqu'il était dans un hammam? Assez drôle comme scène. C'était ici. Alors, avec Ruth comme guide, on est choyé parce que vous êtes? Historienne de l'architecture. Dans Paris. Wow! La Grande Mosquée de Paris a été érigée sur un site offert par la Ville de Paris en 1922, en souvenir des soldats musulmans morts pendant la Grande Guerre. Elle abrite une bibliothèque, un centre d'enseignement, un hammam. Le public et les touristes profitent d'un magnifique jardin intérieur pour siroter du thé à la menthe ou une pâtisserie traditionnelle. En fait, vous remarquez probablement qu'il s'agit davantage d'une visite guidée à vélo que d'une balade cycliste, mais il y a moyen de demander un forfait sur mesure où vous dites, nous, on veut pédaler. Tiens, une avenue avec une piste cyclable et quelques arbres dans Paris. Un chiffre astronomique, les sites culturels parisiens attirent environ 60 millions de visiteurs par année. Paris est touristique. Quand on fouine, on en trouve pour tous les goûts et il y a moyen aussi de sortir des sentiers battus. Comme l'Oya Café. « 10 points de victoire, 10 points de renommée. Vous êtes, politiquement parlant, au même niveau. 2, 4, 6, 6, 8, 10. Quand il n'y a plus de carte ici, je reprends ce qui a été jeté, je remets. On va faire cette écart. Bonjour Patrick. Bonjour. C'est original l'Oya Café, c'est quoi? Oya, c'est pas un café. C'est un endroit où on sort jouer. Comme on sort voir un film ou au théâtre ou aller dîner, ben ici on sort jouer. Évidemment, quand les gens viennent jouer pendant 3 heures, on leur sert des boissons. Mais avant tout, c'est un lieu de sortie, un lieu où on sort pour jouer entre amis, pour jouer en couple, pour jouer en famille ou pour jouer avec des gens qu'on ne connaît pas. C'est un lieu pour tout le monde. C'est un lieu, à la fois, il y a les petits-enfants du quartier qui viennent. Il y a également des très gros joueurs qui viennent de partout dans le monde, du Japon, du Brésil, des États-Unis, de partout en Europe, de Russie dernièrement. Les gens qui viennent ici, c'est des gens qui ont pas peur d'apprendre une nouvelle règle. Donc c'est des gens qui sont ouverts, c'est des gens qui aiment
être assis avec d'autres personnes pour passer du temps, donc c'est gens sociaux. Pas pour rien qu'en français ça s'appelle le jeu de société. Il y a des gens qui viennent du métro, qui travaillent la nuit pour réparer le métro, et donc qui viennent avant, et à minuit ils s'en vont d'ici quand on ferme, pour aller dans le métro, pour aller réparer le métro, par exemple. Mais on a également des cadres supérieurs, des chefs d'entreprise, des étudiants, on a de tout. Votre but à l'origine, c'était quoi? C'était ça, c'était rencontrer des gens agréables, faire un travail qui me plaise, jouer avec des gens qui aiment jouer. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeux très sérieux, très, je dirais, cérébraux? Il y a de tout. Il y a de tout. Ça va du jeu bête et méchant, ça va du jeu intelligent et méchant, on en a aussi, aux grands jeux de stratégie, aux jeux épiques du genre, vous voyez, Antique là-bas, qui est un jeu de stratégie qui se passe... chaque joueur a une nation, il va essayer de la développer, va construire des routes, va former des légions pour aller envahir. Nous, quand les gens viennent jouer, on passe beaucoup de temps à discuter avec eux pour comprendre ce qu'ils recherchent, s'ils ont envie de vivre une aventure, s'ils ont envie juste d'un trait d'union entre eux pour qu'ils soient ensemble. Et à ce moment, il y a besoin de très peu de règles. S'ils ont envie de réfléchir très fort, c'est-à-dire très peu de hasard, s'ils ont envie d'avoir besoin de discuter, de faire des tractations. Et après tout ça, on va choisir en fonction des envies de tous. Je vais activer la carte. Voilà. Si j'ai un deuxième 1, soit je réutilise le pouvoir de cette carte, soit j'utilise pour gagner de l'or. Carcassonne. Carcassonne, c'est l'exemple type du jeu moderne qui peut se jouer à deux très très bien comme à beaucoup, qui a un énorme succès, qui a beaucoup d'extensions et qui en plus fait parler de la France. Maléfice, le plus vieux jeu qu'on a ici, qui date de 1921, qui est un jeu très méchant, très simple, où les gens se fâchent mais ils rigolent beaucoup. Remise, un jeu suisse qui parle des Incas, où il faut construire des pyramides, qui est sans hasard et où il faut savoir avoir le soleil de son côté pour gagner. Alhambra, la nouvelle tendance de jeu de développement où le but n'est pas de tuer l'adversaire mais de se développer mieux que lui, où tout le monde est content à la fin mais il y en a un qui est plus content. Et That's Life, le jeu de société, ça veut dire une règle toute simple. Quand vous quittez une case, si vous êtes le seul sur cette case, vous mangez la case. Et c'est à la fois très drôle, mais en plus, plus on joue, plus on découvre des subtilités et plus les gens discutent en jouant. Merci. De rien. C'est très simple. Ça veut dire que j'ai le droit de piocher 3 cartes. D'accord. Je vais enlever parce qu'elle était blanche. Et j'ai le droit de choisir la carte qui m'intéresse. L'Oya Café, insolite, vous pouvez venir en groupe ou en solitaire parce que je suis convaincu que vous saurez y rencontrer l'âme sœur, ne serait-ce que l'instant d'un jeu. Notre première balade à la découverte de Paris, celle-ci étant, rappelons-le, Paris insolite, nous séduit. C'est sans prétention, amical, vraiment aguichant. Ruth, tu me faisais remarquer qu'il y a 2 Parisiens qu'on a rencontrés tout à l'heure, eux-mêmes étaient étonnés parce qu'ils le voyaient. Oui, bien sûr, ils ne savent pas que ça existe parce qu'on reste un peu sur les grands boulevards, les grands monuments, les grands axes. Mais alors, il faut vraiment savoir qu'il y a d'autres endroits aussi à Paris. Ici, c'est une cité d'artistes. Donc, pour habiter ici, il faut être artiste. Pas d'autre solution. Et il y a 33 ateliers à l'intérieur. Donc, 33 ateliers où ils peuvent travailler, mais aussi ils peuvent vivre avec leur famille. Il y a aussi un espace où ils peuvent vivre avec la famille. Et en fait, il y a des grands artistes qui ont vécu ici, comme par exemple Modigliani ou Gauguin. D'où vient le matériel de construction? C'est une histoire assez curieuse aussi. C'est en fait, on a recyclé le matériau de construction d'une exposition universelle. Vous voyez, c'est marqué là aussi. Donc on a démonté, on a remonté aussi. C'était assez sympa. Donc on a recyclé tout ça. Et maintenant, la cité est protégée, mais ça n'a pas toujours été comme ça. C'était maintenant un monument historique. Mais en fait, avant un certain moment, dans les années 70, on a voulu détruire toute la cité. On roule donc avec Paris à vélo, c'est sympa, qui propose également la simple location de vélo, tout comme un autre organisme du genre,
roue libre. Et une troisième suggestion, et là, il ne s'agit pas de visite guidée à vélo, mais bel et bien de sortie du vendredi soir dans les rues de Paris. Et c'est Paris Rando Vélo. Donc, 3 noms à retenir. Bonjour Régis. Bonjour Yvan. Là, aujourd'hui, on ne s'adresse pas aux amateurs de vélo, on s'adresse à ceux qui ont un conjoint, une conjointe, un grand-parent, un parent, un ami, un collègue de travail, et que c'est son anniversaire ou c'est Noël et vous savez jamais quoi lui donner, et vous savez que c'est un fanatique de vélo. Alors, qu'est-ce qu'on a comme suggestion? On en a plusieurs. On peut commencer par le petit garde-boue ici, donc une aile qu'on peut mettre sur l'arrière du vélo, qui s'installe en quelques secondes, tout simplement. Évidemment, les gens qui partent en voyage ou qui travaillent, qui vont au bureau en vélo, ça peut les aider quand il pleut, évidemment. On peut parler d'hydratation aussi. Donc, un kit d'hydratation, c'est de la poudre qu'on met dans la bouteille. Donc, en voyage, le matin, on en met un peu dans la bouteille et on a assez de sucre et des produits pour toute la journée. Ça évite de transporter une caisse complète en voyage d'un produit déjà mélangé. Des choses comme ça, oui. Lumière avant-arrière, toujours pour les gens qui travaillent à vélo ou bien qui vont au bureau. Le matin, le soir, il fait noir. L'hiver, ça peut être pratique. On a des lunettes également, donc pour différents types de climats, pour rouler le matin, le soir. Donc, les lentilles sont plus claires quand il pleut ou quand il y a beaucoup de soleil. Mais c'est seulement qu'une monture, avec des verres interchangeables. Plusieurs lentilles, oui. Le bandeau? Le bandeau, évidemment, pour la transpiration, avec une petite gomme à l'intérieur qui retient la sueur pour pas qu'elle tombe dans les yeux. Utile également l'hiver, quand on fait du spinning. On a les DVD aussi pour l'hiver, quand on fait du rouleau à l'intérieur, dans le garage, on ne sait pas quoi regarder. On a des bons DVD de compétition. Outils multi-usage, ça c'est toujours très utile. Ça c'est très pratique, ça coûte pas cher, puis c'est un très beau cadeau, on s'en sert tout le temps pour le vélo. Clé à pédale également, c'est un beau petit modèle de clé à pédale là, qu'on peut utiliser pour Noël. Avec le sac si jamais on voyage. Le sac de cuir pour le voyage. Et les porte-bouteilles en carbone, donc vu que maintenant on est à la mode du carbone, l'or noir comme on dit, ils le font en blanc ou en noir. Des porte-bouteilles en carbone pour mettre sur le vélo, c'est toujours un beau cadeau. Hey Régis, on vient de gâter les gens, là. Ah oui. Tous ceux qui ne trouvaient pas d'idées, là, des idées de cadeaux. Là-dessus, bon voyage et bons achats de cadeaux. Noir, et on est descendu jusqu'au 13e et 14e. Vous voyez? Donc c'est ça ce qu'on fait, c'est ici, c'est ce quartier-là qu'on découvre. Rive gauche. Vous voyez que la rive droite est beaucoup plus grande, ça fait 2 tiers de Paris, ça c'est seulement 1 tiers. Et alors, ça on appelle ça le quartier intellectuel de Paris, parce qu'à la Sorbonne, quartier latin, les éditeurs sont là, tous les cafés où se réunissaient Sartre et Simone de Beauvoir sont là, donc c'est vraiment le quartier intellectuel. Et là, c'est le quartier d'argent, donc ça a un rapport avec l'argent. Florale. Eh oui, il y a des fleurs et quelques arbres dans Paris. Ruth, le quartier des Anglais, le square des Peupliers, faut le savoir que c'est là. Ah oui, c'est un peu caché. Hein. Il faut être un peu initié pour trouver, c'est vrai. Alors, merci pour ces découvertes. De rien. C'est pour ça que ça existe, les guides? Ah oui, je pense. C'est pour ça qu'on a inventé ça. Ce qui étonne des 2 derniers quartiers qu'on vient de faire, le quartier des Anglais et le square des Peupliers, c'est que c'est tout petit. Il faut vraiment le savoir pour découvrir ces endroits-là.
Paris en pleine expansion a absorbé plein de petits villages qui se trouvaient dans les alentours, comme bien sûr Montmartre, l'exemple le plus connu, mais aussi il y en a plein d'autres comme la Butte aux Cailles, plein de charme encore. Vous voyez, c'est vraiment encore très typique de l'ancien Paris. Je trouve ici devant la petite Alsace ici. Et alors, ça je connais pas. Il y a plein de fois. Et qu'est-ce que c'est en fait, ça a été construit à l'origine pour des familles nombreuses. Donc si les gens avaient beaucoup de familles, ils pouvaient obtenir un logement ici. Donc souvent des familles avaient jusqu'aux 10 enfants. Ceux qui habitaient là avaient 10 enfants. C'était assez impressionnant. Il y a des côtes même dans Paris. Extraordinaire. Ça existe. La reine de Lutèce. La reine de Lutèce, c'est donc l'époque romaine. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se sont fait bouffer par des lions ici à l'époque. On est sur le chemin du retour, on est dans le 5e arrondissement. Le premier départ du premier Tour de France de l'histoire n'avait pas eu lieu directement dans Paris. Pourquoi? Parce que le préfet de police à l'époque avait décrété pas question de course cycliste dans Paris. C'est drôle, la deuxième année, face au succès de la première année, tout s'est réglé. Allez, allez. Ça va? Ouais. Bien, merci de votre compagnie, messieurs, mesdames, les belles. Merci, la compagnie aussi. Si, pour le petit film quand même. C'est bon, ça. Une sorte de mascotte parce que tout le monde me regardait. Oui, ça, c'est pas à cause de moi, c'est à cause de la caméra. Ruth, on te remercie Mais merci à vous. et on salue les Québécois. Oui, les Québécois, on se verra alors à Paris. Ciao. Ils ont créé ici à Paris un phénomène de société. 2 fois par semaine, ils sont des milliers. Des milliers à prendre part aux randonnées en patin à roues alignées, en roller. Pensiez-vous que j'allais manquer ça? C'est quoi Paris Roller? Paris Roller, qu'est-ce que c'est? C'est une grande famille. C'est un rassemblement qui date depuis 93 maintenant. Depuis une petite bande de potes avait décidé un jour de faire une balade. Et voilà, maintenant on est devenu 8 000, 10 000, 15 000. On a fait 28 000 personnes. Et maintenant on est à peu près 5-6 000 à rouler tous les vendredis
On est un petit peu plus nombreux en été, on tourne autour de 15 000. La beauté de l'affaire, vous changez de parcours à toutes les semaines. Chaque semaine. C'est tellement ennuyé de faire toujours la même chose. Mais pour le touriste, c'est merveilleux. C'est magnifique. Ce soir, j'ai fait exprès un parcours pour vous. Vous allez passer devant l'Opéra, l'Hôtel de Ville, Bastille, les Champs-Élysées, messieurs, dames, la Tour Eiffel pour finir. Merci beaucoup. Au revoir, Yvan. Félicitations. Merci. Félicitations de faire bouger les gens. Salut les Québécois, comment ça va à Montréal? Donc, Gérard qui travaille ici depuis 14 mois maintenant. Gérard, la première fois qu'on voit ça, Paris Roller. Le roller, c'est génial parce qu'on prend la rue. On prend la rue des piétons qui prennent la rue sans moteur, sans locomotion. Quand on prend la rue comme ça la première fois, je sais pas combien on était, 7-8 000 peut-être, puis on prend la rue puis les bagnoles se tassent. C'est génial. Là, c'est comme excitant, tu sais. Tu l'as fait à plusieurs reprises. Ouais. Es-tu toujours surpris de l'ambiance? Elle est toujours géniale, l'ambiance. Franchement, elle est bonne. C'est bon enfant, c'est friendly. Tu te fais des amis comme ça, à gauche, à droite. Tout le monde est vraiment super cool. C'est une très belle façon de visiter Paris. On passe dans plein de coins que tu vas pas nécessairement si tu fais le circuit touristique. Alors, tu seras mon parrain ce soir. Je vais essayer de te suivre. Let's go, on y va, on y va. Je suis fou! Ils sont fous, ces Gaulois! C'est un véritable cortège. Un ballet nocturne, tiens. C'est follement enivrant. Lorsqu'on est habitué à un régime spartiate, à se lever tôt pour aller pratiquer ses activités favorites, sentir la fraîcheur du soir, s'éclater ainsi de nuit provoque un sentiment de délinquance. Les parcours sont d'environ 25 km à chaque vendredi soir. La ville est au roller extraordinaire. 2 fois par semaine. Pas 3-4 fois par été, 2 fois par semaine. Allez! Non seulement les autorités politiques et les autorités policières acceptent-elles ce genre d'événement, mieux, elles y adhèrent totalement, comme en témoigne la gentillesse des policiers et ce genre de propos. Bonsoir. Comment que ça se passe? Très bien. Vous n'avez pas ça sur l'île de Montréal, hein? Non, pas actuellement. Pas un grand événement comme ça. D'accord. Et nous, on a la chance de faire ça toute l'année. Tous les vendredis soirs et tous les dimanches après-midi à Paris. Paris, hein? Oui! Hein, dans notre lumière partout. On est où? On est à l'Hôtel de Ville. Si tu veux regarder l'Hôtel de Ville, c'est splendide. Il y a eu des peines de mort ici, la guillotine, après la Révolution. C'est un babo! Qu'on gueule! C'est un babo! Qu'on gueule est plus fort! Qu'est-ce qui se passe? On attend que la fin nous rattrape. Ah, donc ils gardent le peloton ensemble? Oui, sinon on s'étirerait parce que les rues sont fermées juste le temps qu'on passe. La rue n'est pas fermée toute la journée. Il faut se regrouper sur peut-être 1 ou 2 kilomètres. Puis ensuite, on décolle. OK. On attend un peu, ça nous permet de reposer et de boire une gorgée d'eau. Sur le plan sécurité, vraiment, c'est impeccable. Les bénévoles, bien identifiés, sont nombreux. Les véhicules de police, bien visibles. Et pas une seule fois, nous avons entendu des automobilistes klaxonner. En bout de ligne, Paris en patin attire de plus en plus de touristes. On le voit donc en termes d'événements payants pour l'industrie touristique et pour la santé des Parisiens. Et non pas comme une dépense. Si c'est possible pour Paris, vous devinez sans peine que ce le serait pour Montréal et bien d'autres grandes villes de la planète. On monte au nord, on va vers Gare de l'Est. Grand boulevard, Sébastopol. Gérard, lumière
lumière verte, lumière rouge, ça n'existe plus, là. C'est juste pour nous autres. En fait, j'ai l'impression qu'il ne faut pas parler ici d'une activité de patinage, d'une balade, autant que d'une fête nocturne. Plus on avalait les kilomètres, plus c'est ce que ça sentait, la fête. Bon, après les Champs-Élysées, c'est? La Tour Eiffel s'en vient. Ça va être la pause. C'est un petit sandwich, une palette de chocolat, quelque chose? On va se trouver de quoi? On va trouver quelque chose. Aimes-tu encore, après 14 mois, la Tour Eiffel? Toujours, toujours. C'est un chef-d'œuvre, selon moi. Je me sens délinquant. Pour ceux qui préfèrent patiner davantage en solitaire, il y a des aires de patinage à la place du Palais-Royal, au Pont-Saint-Louis, à la place de la Bastille, sur l'esplanade des Invalides, bref, en une dizaine d'endroits à Paris, également à la porte Dauphine du Bois de Boulogne. Avec Gérard, ça donne une autre dimension, évidemment, quelqu'un qui connaît Paris, qui connaît bien Paris. Maintenant, vous savez que ça existe. Vous n'avez plus le droit de venir à Paris sans revivre le Friday Night Fever. Bonjour Anne-Lie. Bonjour Yvan. Que c'est beau Paris, mais ça signifie aussi bouchons de circulation, pollution, poussière, ce qui nous amène à parler d'allergie. Qu'est-ce qu'une allergie? Une allergie, c'est la réaction du corps à une invasion. Dans ce cas-ci, l'agresseur, c'est l'allergène, ce qui provoque une réaction. Donc, s'ensuit des symptômes de congestion nasale, larmoiement, picotement des yeux, éternuement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'on peut combattre des allergies? Tout à fait. La première chose à faire, c'est d'identifier l'allergène en question et éviter l'exposition à cet allergène. Dans certains cas, on ne peut pas combattre totalement. Est-ce qu'on peut soulager? Oui, on peut soulager, par exemple en utilisant des antihistaminiques. Pour ceux qui souffrent de picotement ou de larmoiement des yeux, ils peuvent utiliser en plus des gouttes anti-allergènes et utiliser des compresses d'eau froide aussi. Et si on a besoin de plus de détails, si on a d'autres questions, qui est-ce qu'on devrait consulter? Votre pharmacien. Merci. Nous voici fin prêt pour une deuxième randonnée découverte en petits groupes dans Paris. Après le Paris insolite, cette fois on se dirige vers les grands attraits de la capitale française. Paris Vélo Sympa. Alors on découvre Paris dans ses petites rues. On arrive à l'église Saint-Eustache. Stéphane, dans un deuxième temps, quelle est la randonnée qu'on fait aujourd'hui? Cette randonnée s'appelle Paris à vélo, donc c'est vraiment le cœur de Paris, côté rive droite de la Seine. On va du Marais en passant par le centre Georges Pompidou, Châtelet-Les Halles qui est vraiment le centre-ville, puis on se redirige vers le Palais Royal, le musée du Louvre, connu dans le monde entier, pour après rejoindre Notre-Dame et repasser par le Marais, ce qu'on appelle le village Saint-Paul, où vous verrez tout à l'heure, avant de regagner le dépôt. Combien de kilomètres environ? Environ 13-14 km pour ce tour. Et ça prend combien de temps? On peut le faire entre 2h30 et 3h pour le faire calmement. Cet arrêt, c'est l'église Saint-Eustache. L'église Saint-Eustache, donc, qui est aussi au pied de ce qu'on appelle les Halles, donc, qui est le cœur de Paris avec Notre-Dame. Alors ici, on est au-dessus d'une ville dans la ville, c'est-à-dire qu'il y a des interconnexions de lignes de métro
urbaine et vers la banlieue de Paris. Cette église, elle est de quelle époque? L'église Saint-Eustache a été construite au XVIe siècle, sous le règne de François Ier. Elle est connue pour son acoustique et elle est inachevée, comme on le voit sur la façade. Vous voyez que les transept, par exemple, n'a pas été achevé. Et elle mixe 3 styles d'architecture différents, donc le classique, la Renaissance et le gothique. On y va. D'accord. On continue. Il y a beaucoup de jeunes en trottinette. On est sur la rue Montorgueil. La reine est venue ici il y a quelques années. Je ne connaissais pas du tout cette rue. La rue Montorgueil a depuis longtemps été reconnue pour son aspect commercial. Maintenant, on la considère branchée grâce aux jeunes, plutôt bien nantis, qui s'y amènent en grand nombre. Nous voici maintenant au Palais Royal, un endroit qui a bien changé au fil des dernières décennies. Donc, on est au Palais Royal. Nous sommes au Palais Royal, donc construit au milieu du XVIIIe siècle par le cardinal Richelieu. Très très bel endroit, mais qui a connu une histoire tumultueuse, puisqu'il y a moins de 50 ans, il y avait encore des prostituées, des cafés, des tripots malfamés. Et sur la place, vous avez à la fois le Conseil constitutionnel, le ministère de la Culture et de la Communication, ainsi que la Comédie Française, ainsi que des statues d'art contemporain de Paul Bury et de Daniel Buren, qui ont suscité une grande polémique en France il y a quelques années. Me voici au Louvre, mesdames, messieurs. Voilà, donc nous sommes au cœur du palais du Louvre, la pyramide derrière, les Champs-Élysées de l'autre côté, les jardins des Tuileries, la place de la Concorde, l'Arc de Triomphe et la Défense, donc la plus grande perspective de Paris, continue derrière nous vers la place de la Bastille où nous étions tout à l'heure. En fait, lorsque notre guide nous parle de perspective, ça signifie 15 km de ligne droite dans Paris à partir d'ici, avec tous les sites mondialement connus qu'il vient de nommer. Visite après visite, le Louvre est toujours aussi impressionnant. Et ce qui me touche personnellement, c'est le souci du détail dans l'architecture, partout où on regarde. Le Louvre, venez ici le soir aussi, quand c'est éclairé, c'est fastueux. Pourquoi tu recommanderais davantage les visites à vélo qu'en bus? Ça n'a rien à voir. D'abord, on allie le sport, la culture, la détente, et puis il y a quelque chose de différent que beaucoup de gens n'ont jamais fait dans leur vie. Le vélo permet des choses qui ne sont pas toujours permises par le code de la route, mais qui justement accroissent le sentiment de liberté du cycliste. Pendant que je suis sur le pont des Amoureux à Paris, un petit peu d'histoire du Tour de France, la toute première étape du premier tour en 1903, Paris-Lyon, 467 km. L'étape finale, Nantes-Paris, 425 km. Voilà le centre de Paris. Wow! Le centre de Paris, Notre-Dame. Notre-Dame, une des splendeurs de Paris, le cœur même de Paris, puisque c'est d'ici que toutes les distances de France sont calculées à partir de ce point précis, avec le parvis de Notre-Dame. Une merveille, le siège de l'archevêché de Paris. Très très belle façade, un des bâtiments phares de l'industrie touristique de Paris, évidemment. Le fondateur du Tour de France, Henri Desgranges, a donné naissance à un monstre, à un événement qui fait partie maintenant du patrimoine national des Français. Et pourtant, quelques années avant de fonder le Tour de France, il ne jurait que par les vélodromes et il décriait constamment les grandes courses sur route. Rue des Francs-Bourgeois, pour les amateurs de magasinage.
Et voilà pour cette deuxième randonnée de découverte de Paris à vélo. Je crois que vous avez compris que c'est tout à fait accessible, pas nécessaire d'être féru. Parcourir Paris ainsi, c'est sentir l'agitation des boulevards et le calme des petites rues. C'est respirer ses odeurs, c'est se laisser envahir par un sentiment de liberté où l'on se moque des bouchons. L'organisme Meeting the French propose d'être reçu à souper chez d'authentiques Parisiens. Ce genre de soirées de rencontres amicales permettent de capter quelque chose de Paris autre que ce que les médias ou les brochures touristiques veulent bien nous vendre. Monique et Christian ont reçu des Indiens, des Israéliens, des Allemands. Bref, pour eux, c'est un tour du monde. Pour nous, des échanges vraiment intéressants et diversifiés. Et nous sommes maintenant le lendemain. Voici Laurence, la fondatrice de Meeting the French. Laurence, est-ce que les gens qui nous reçoivent ont des critères à respecter? Oui, tout à fait. Ils doivent avoir un appartement propre, bien tenu, agréable à regarder pour que les invités puissent se sentir bien. Et est-ce qu'il y a un coût pour les touristes? Alors, les touristes paient un prix par personne comme s'ils allaient au restaurant. Donc, c'est à partir de 45 € par personne. On trouve que c'est une très belle initiative. On vous dit félicitations, bravo. Merci. Paris, capitale de la gastronomie. Ça tombe pile, les cyclistes, une fois rassasiés par notre randonnée, nous pouvons ensuite commettre le péché de gourmandise en toute quiétude. Avec Visite gastronomique dans Paris, on vous suggère de bonnes adresses de boulangeries, de pâtisseries, de boutiques de spécialités régionales. On vous propose aussi la visite d'un vignoble au cœur de Paris et d'une chocolaterie. On peut apprécier le travail des artisans à l'œuvre en certains endroits. C'est conventionnel, certains diront banal, mais pour un premier coup d'œil, le tour de ville de Paris en bus vaut un joli tour d'horizon. Les cars rouges à 2 étages vous font voir en 1h30 plusieurs des principaux édifices ou monuments ou sites touristiques de Paris, dont les Champs-Élysées où se termine à chaque année le Tour de France. Les cars rouges, 7 jours par semaine, de jour comme de soir. Beethoven, Mozart et compagnie ont joué ici. Pour un peu de poésie, le canal Saint-Martin offre un lieu unique aux promeneurs, aux amateurs de bicyclettes, aux patineurs, aux amoureux aussi, évidemment. Il y a là des platanes et des marronniers plus que centenaires, des passerelles, des embarcations de plaisance, des voûtes souterraines. Toujours aux abords du canal Saint-Martin, le parc de la Villette est orné de sculptures géantes, vraiment géantes. Des sculptures de bicyclettes, de roues de vélo, de guidons de vélo. C'est pour le moins unique. Puisque c'est notre dernière, on va vous abreuver en suggestions. Pour préparer un voyage à vélo, avez-vous pensé à notre Bibliothèque nationale du Québec? J'y ai trouvé Paris à vélo, un guide du routard. Cyclotourisme en France, un guide Ulysse qui parle d'itinéraires autour de la Tour Eiffel, des Invalides, du Louvre, des Champs-Élysées, la campagne, les canaux et comment sortir de Paris à vélo. Les vélos mythiques des vainqueurs du Tour de France. Grand format publié chez Michel Lafon, on voit une large photo sur 2 pages du gagnant du Tour de France de 1903. Des gros plans de guidons, de dérailleurs, d'engrenages, de selles de frein. Bref, 30 vélos vainqueurs, tout détaillé. C'est l'un, sinon le meilleur ouvrage que je connaisse sur la passion du vélo et ça s'appelle « Besoin de vélo ». L'auteur y raconte sa première collision avec une portière d'automobile, avec son premier chien. Il parle des vieux maillots de laine. Bref, c'est plein d'humour et de sensibilité à la fois sur ce qu'on vit comme cycliste ou cyclotouriste. Quelques extraits. Lorsque je sors avec quelqu'un pour la première fois, je jette immédiatement un coup d'œil à ses jambes pour savoir à quelle allure nous allons rouler et à quelle sauce je vais être mangé. Le Ventoux. Le Ventoux vous restitue votre fatigue et votre peur. Il sait tout de votre forme et de votre capacité au bonheur. Si vous n'avez pas envie de savoir, restez au pied. À lire donc, ou à offrir en cadeau,
Paul Fournel, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut avoir de l'agrément au cœur de Paris à vélo? Toujours. Toujours. Pour moi, c'est extraordinaire. Se promener dans Paris à vélo, chaque fois que vous arrivez sur la Seine, traverser la Seine, c'est avoir des points de vue magnifiques sur la ville. Et j'adore rouler à vélo dans Paris parce que c'est une bonne vitesse. On picore des tas de choses, on peut voir les vitrines, on devine des choses. Paris la nuit, ça nous attire. Ah ben ça, on peut. Est-ce que c'est possible? Ah oui, ça pose pas de problème. Il faut être équipé. Mais si vous avez une bonne lumière et que vous êtes visible, il n'y a pas de problème. Au contraire, là, ça devient franchement charmant parce que il y a beaucoup moins de circulation et c'est beau. Alors là, à ce moment-là, il faut y aller. Il faut faire les Champs-Élysées comme les coureurs du Tour de France. Il faut faire les quais de la Seine. Il faut faire le boulevard Saint-Germain. Là, il faut se régaler. Vous connaissez Paris sous toutes ses coutures, mais l'extérieur de Paris. Le week-end, quand on a de la liberté, c'est ici qu'on vient, c'est la vallée de Chevreuse, de ce côté, pour le côté ouest de Paris, et puis c'est de l'autre côté, là-bas, la vallée du Petit Morin, la vallée du Grand Morin, du côté est de Paris. Quels sont ses attraits? Il y a beaucoup de cyclistes, et puis il y a de la bosse. L'intérêt, c'est qu'il y a des bosses, donc on monte, on descend, et puis on peut faire on est assez vite dans la nature, donc on est rapidement, on a des paysages de forêt, comme la forêt de Rambouillet, on a des paysages de vallées, comme la vallée de Chevreuse, avec les côtes. Et c'est un endroit qui est très célèbre dans l'histoire du vélo, parce que c'est par là qu'arrivait la grande classique Bordeaux-Paris. Et donc tous les coureurs se battaient, et Bordeaux-Paris, après 600 km, se couraient là. Et c'était dans ces bosses ici, dans la vallée de Chevreuse, que les coureurs faisaient la différence. Merci beaucoup, Paul Fournel. Eh bien, merci à vous. Voilà pour ces balades dans et autour de Paris. Voilà également qui conclut cette série. Vous savez, je suis fanatique de plein air, de vélo, de voyage, et j'espère vraiment avoir su vous faire vibrer. J'espère avoir pu vous démontrer qu'il est facile de se concocter un séjour à bicyclette. Si vous avez envie de parler voyage ou vélo avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Ce fut vraiment un privilège de pouvoir vivre et partager ces émissions avec vous, et j'espère qu'on se retrouvera sur deux roues, au Québec ou ailleurs dans le monde. Ici Yvan Martineau, salutations distinguées, chers cyclistes. Cet épisode de Dans la roue du Tour vous a été présenté par le vélo Kyota.